Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de trier des données, non, on va aller plus loin. On va voir comment on peut être absolument certain que nos algorithmes fonctionnent à chaque fois, sans la moindre exception. Alors, voilà le programme. D'abord, on va poser le problème. C'est quoi? Le défi du tri. Ensuite, on va plonger dans deux algorithmes bien connus, le tri par sélection et le tri par insertion. Mais surtout, on va se concentrer sur la preuve de leur fiabilité. Et à la fin, on tirera les conclusions qui s'imposent. On est submergé de données, et les trier, c'est une opération de base. Mais voilà le truc. Pour un ordinateur, un programme qui marche à peu près, ça n'existe pas, ça ne suffit absolument pas. On a besoin de garanties, de certitudes. Et ça nous amène à deux concepts qui sont vraiment au cœur de l'algorithmique. Deux mots-clés à retenir, la termination et la correction. La termination, c'est la garantie que l'algorithme va s'arrêter un jour. Il ne va pas tourner en boucle à l'infini. Et la correction, c'est la garantie qu'à la fin, il nous donnera le bon résultat, le résultat attendu. Allez, on attaque notre premier cas d'étude, le tri par sélection. Le principe est super simple à comprendre. Imaginez un tableau en désordre. À chaque étape, on va chercher le plus petit élément de toute la partie qui n'est pas encore triée, et hop, on le prend et on le met au bon endroit. On recommence encore et encore. Et voilà comment ça se traduit en pseudocode. On voit bien les deux boucles imbriquées. L'idée, c'est de parcourir le tableau pour trouver ce fameux plus petit élément, le mettre au début, et puis on recommence avec le reste du tableau. C'est cette structure répétitive qui est la clé, à la fois pour que ça marche et pour qu'on puisse le prouver. Alors, première question, est-ce que ça se termine un jour? C'est la question de la terminaison. Et ici, la stratégie de preuve est assez simple en fait. On a deux boucles pour. Ces boucles sont bornées par la taille du tableau. Ça veut dire qu'on sait exactement combien de tours elles vont faire. Il n'y a aucun moyen qu'elles tournent à l'infini. Donc oui, la terminaison est garantie. Ok, on sait que ça s'arrête, mais est-ce que ça donne le bon résultat? C'est la question de la correction. Pour ça, la stratégie est un peu plus subtile. On va utiliser un outil logique super puissant, l'invariante de boucle. C'est vraiment un concept fondamental. Alors, un invariant de boucle, c'est quoi? Imaginez une propriété, une sorte de règle du jeu. Cette règle est vraie avant même qu'on commence la boucle. Et la magie, c'est qu'elle reste vraie après chaque tour de boucle. C'est comme un fil d'Ariane logique qui nous assure qu'on ne se perd pas en chemin. Pour le tri par sélection, la preuve de correction se fait en deux étapes. D'abord, on regarde la boucle intérieure. Son invariant, c'est que la variable index mini pointe bien vers le plus petit élément qu'on a vu jusqu'à présent. Simple. Ensuite, on passe à la boucle extérieure. Son invariant, c'est qu'à la fin de chaque tour, toute la première partie du tableau est triée et contient bien les plus petits éléments de tout le tableau. En prouvant ces deux invariants, l'un après l'autre, on démontre que l'algorithme est entièrement correct. Allez, on change de méthode avec notre deuxième cas, le tri par insertion. La logique est complètement différente. Pensez à un jeu de cartes. Vous avez des cartes en main, vous en piochez une nouvelle. Qu'est-ce que vous faites? Vous la glissez au bon endroit dans votre main déjà triée. Eh bien, le tri par insertion, c'est exactement ça. Le pseudocode, ici, traduit cette idée. On a une boucle externe qui prend les éléments un par un, et une boucle interne qui, elle, se charge de remonter la partie déjà triée pour trouver la place exacte où insérer le nouvel élément, en décalant tout ce qui est plus grand. Mais là, attention, la boucle interne n'est pas une boucle pour, c'est une boucle tant que. Et ça change tout pour la preuve de termination. Comment être certain qu'une condition tant que va bien finir par devenir fausse? On a besoin d'une nouvelle stratégie. Et cette stratégie, c'est le variant de boucle. C'est un autre outil essentiel. Le variant, c'est une valeur entière qui doit toujours être positive. Et la règle, c'est qu'à chaque tour de boucle, cette valeur doit strictement diminuer. C'est comme un compte à rebours. S'il diminue à chaque fois sans jamais passer sous zéro, il finira forcément par s'arrêter. C'est mathématique. Dans notre cas, pour le tri par insertion, c'est tout simple. La variable j est notre variant de boucle. Elle commence à une certaine valeur et à chaque tour, on fait j-1. Elle diminue donc de 1 à chaque fois. Elle finira par atteindre une valeur qui arrête la boucle. Et voilà, la terminaison est prouvée. Ok, il se termine. Mais est-il correct? On en revient à notre bonne vieille stratégie, les invariants de boucle. Pour la boucle interne, l'invariant, c'est que tous les éléments qu'on décale sont bien plus grands que celui qu'on veut insérer. On fait de la place correctement. Et pour la boucle externe, l'invariant, c'est qu'à la fin de chaque tour, la première partie du tableau est une version triée des éléments d'origine. C'est cette construction progressive qui nous garantit un résultat final parfait. Bon, on a deux algorithmes. On a prouvé qu'ils s'arrêtent et qu'ils donnent le bon résultat. Ils sont parfaits, en théorie. Mais en pratique, lequel choisir? C'est l'heure du vindicte. Alors, si on regarde ce tableau, on voit un truc super intéressant.
Dans le pire des cas, ils sont tous les deux quadratiques, en haut de n au carré. Pas génial pour de très grands tableaux. Mais regardez le meilleur cas. Le tri par sélection, lui, il s'en fiche, il fait toujours le même travail. Mais le tri par insertion, si le tableau est déjà presque trié, il devient ultra rapide, presque linéaire, en haut de n. C'est un avantage énorme dans certaines situations. Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que ces preuves formelles, ce n'est pas juste un exercice pour matheux. C'est la seule façon d'avoir une garantie absolue que notre code est fiable. Tester un programme, c'est bien. Prouver qu'il est correct, c'est un tout autre niveau de confiance. Et ça me fait penser à cette citation géniale de Donald Knuth, un des pères de l'informatique, qui dit « Méfiez-vous des bugs dans le code ci-dessus, j'ai seulement prouvé qu'il est correct, je ne l'ai pas essayé ». C'est un peu une blague, mais ça montre bien la confiance qu'on peut avoir dans une preuve. Et ça nous laisse sur une question. Au fond, qu'est-ce qui compte le plus? Un programme qui a l'air de marcher ou un programme dont on sait avec une certitude mathématique qu'il est parfait?